Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage sur la RTB. C'est chaque dimanche à partir de 11 h et c'est en direct. Et ce dimanche, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, le projet d'alliance de l'opposition politique burkinabé pour l'élection présidentielle de novembre prochain. L'objectif étant d'empêcher la réélection du président Roch Kaboré. Mais parviendra-t-elle à son objectif? Quels sont les moyens à sa disposition pour y arriver? On en débat dans le débat de presse ce matin. Dans le débat de presse ce matin, les élections à la Fédération burkinabé de football, qui de Amadou Ouedraogo ou de Lazare Bansé succédera à Sita Sangaré? Réponse le 7 août prochain. Mais pour l'heure, c'est le qui-vive dans chaque camp, avec une bataille acharnée qui vire parfois à des questions de personnes. Que penser de cette élection à la Fédération burkinabé de football? Réponse dans quelques instants. Également, troisième sujet à débat de presse ce matin, la Côte d'Ivoire, avec le suspense gardé sur la candidature de Alassane Ouattara et la nomination de Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre. Et enfin, nous parlerons du Mali où le M5 rejette les propositions de sortie des crises de la CEDEAO. Sont venus pour le débat Hyacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour Hyacinthe. Bonjour Fuseni. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Joachim Vokouma, directeur publication de Cassetto.net. Bonjour Joachim. Bonjour. Et merci d'être là pour le débat. Troisième invité à débat de presse ce matin, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fuseni. Et merci d'être là. Et enfin, Paul Mikirwamba est de Waga FM. Bonjour Paul. Bonjour Kindo, bonjour à tous. Et merci d'être là pour le débat. On commence avec vous, Paul, le projet d'alliance de l'opposition politique burkinabé avec l'objectif d'empêcher la réélection de Roch Kaboré à l'élection du 22 novembre prochain. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense simplement que c'est très intéressant, ce projet d'alliance des partis de l'opposition, disons des candidats de l'opposition pour la présidentielle de 2020, mais j'ai bien envie de dire que ce n'est pas nouveau sur la scène politique burkinabé. De par le passé, on a vu des tentatives d'alliance comme ça qui finalement ne sont pas allées très loin. J'ai souvenance effectivement que l'opposition politique au Burkina a plusieurs fois essayé d'évoluer vers une alliance, vers une certaine union, et à chaque coup, malheureusement, c'est un échec au bout de compte. On se rappelle évidemment de l'opposition burkinabé unie, le but et qui a volé aux éclats lorsque l'ancien chef d'État Blaise Compaoré a jeté un os de 30 millions de francs CFA, ça s'est éclaté. Mais là, nous sommes en train de préparer un rendez-vous électoral majeur, notamment l'élection présidentielle. Il y a pas mal de candidats déjà déclarés. Beaucoup d'entre eux ont fait leur intention d'être candidats justement à la succession, si vous voulez, de Roch-Marc Christian Kaboré. Lui également candidat à sa propre succession. Donc du coup, l'opposition se retrouve. Je pense bien que c'est le jeudi qu'ils vont signer justement ce document pour dire, bon, en cas de second tour, on fait front commun contre le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, je vais bien croire, je pense que c'est bien beau, mais j'ai bien peur également des engagements politiques, des acteurs politiques, parce que de plus en plus, on voit un manque de crédibilité dans le discours de l'homme politique. Et je voudrais effectivement que, pour que cela soit une réalité, que les acteurs politiques qui vont s'engager donnent donc du crédit à leur propre signature. Parce qu'une chose est de signer un accord et après, on se rend compte que, bon, le candidat que l'on doit soutenir n'est pas celui que l'on voulait. Et après, chacun pense qu'il allait au second tour. Mais je voudrais faire remarquer également que ce n'est pas le fait qu'ils se retrouvent ensemble dans l'opposition qu'ils sont du même bord politique. On peut être dans l'opposition, ça ne veut pas dire qu'on partage forcément les mêmes idéaux. Donc on est en train d'observer les choses venir. J'ai entendu Kadri Désiré Ouedraogo à l'occasion de la visite que lui a rendue Zéphirin Diabré, qui dit qu'il faut donner de la crédibilité à l'engagement politique. Et lui, il est prêt à soutenir tous les candidats. Je pense que ça devrait être également pareil pour les autres candidats autour de l'opposition. Et on attendra jeudi de voir quel va être le contenu justement de cet accord qui va être signé et quelle va être sa valeur juridique et quel va être le niveau d'engagement des différents candidats à l'élection présidentielle, notamment au niveau de l'opposition, et pour voir quelle configuration pourrait prendre éventuellement un second tour qui profile à l'horizon pour ces élections de 2020. Oui, Hyacinthe Sanou, est-ce que c'est votre avis également que les engagements ne vaut que par les acteurs, mais aussi les intérêts du moment? Bien sûr, et c'est la question qui se pose sous-jacente à cet accord-là, c'est
est-ce qu'on a vraiment besoin d'un accord? Qu'est-ce qu'on a comme situation qui mérite qu'on mette noir sur blanc que l'opposition burkinabé va s'allier au second tour? C'est-à-dire qu'on a certainement une situation qui est là, des doutes qui existent entre les différents acteurs, c'est pour ça qu'ils veulent coucher noir sur blanc tout accord qu'ils auront entre eux. La seconde interrogation, c'est est-ce qu'avec cet état de division, de différentes idéologies, même au sein de certains partis de l'opposition, on est à même d'obtenir un second tour le soir du 22 novembre face au président sortant. C'est toute la question. Est-ce qu'il ne fallait pas un accord plutôt vers la fameuse candidature unique et commune de l'opposition qui n'a jamais malheureusement pu voir le jour, pour vraiment avoir une candidature à même de... Parce que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on observe le paysage politique, deux bords. La majorité présidentielle qui ne fait aucun doute sur son candidat et qui est donc quelque part unie autour du candidat, et l'opposition qui aujourd'hui a 5, 6, voire 10 candidats, on peut le dire, il y a à la même présidentielle. Gabré de l'UPC, il y a Kadri Désiré de Ouedraogo et de Agir Ensemble, il y a Yacouba Isaac Zida du MPS, même si ce n'est pas totalement acté, et il y a aussi Edi Kombouibo du CDP et Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, il y a également Taïrou Bari du MCR, et enfin Abdoulaye Soma de Soleil d'Avenir et Abdou Nassirou Sanfo, candidat indépendant. Donc, il y a également Kadri Désiré qui n'est pas encore. Il y a autant de candidats potentiels de l'opposition ou déjà de l'opposition, pour moi, qui vont scinder les différentes parts de voix qui devrait être celui du candidat de l'opposition, qui peut être préjudiciable à l'opposition déjà au premier tour. Donc, je pense que c'est peut-être là aussi qu'il va falloir travailler pour l'opposition, avoir ne serait-ce que certains regroupements. On a certaines idéologies, en tout cas, qui se regroupent, notamment les libéraux, notamment d'autres obédients socialistes. On peut trouver moyen de fédérer plutôt que d'aller à rang dispersé et de vouloir s'unir plus tard, lorsque un va... Parce que pour moi, le principe de l'alliance, il est tacite. Si deux candidats sortent au second tour, chacun verra en fonction de ses intérêts pour soutenir le candidat de son choix. Accord ou pas, et ça c'est l'une des choses, parce que c'est vrai que certains vont signer, mais ils pourront ils pourront trouver des lois. Le terrain va commander la manœuvre. Comme on le dit très bien, le terrain va commander la manœuvre, et ils pourraient trouver donc des excuses pour ne pas respecter cet accord-là en cas de second tour. Donc pour moi, parce que nous avons autant j'ai bien aimé la sortie de Kadri Désiré Ouedraogo sur l'éventualité de pouvoir soutenir un candidat comme Edi Kombouibo. On connaît la lutte qu'il y a eu au sein même du CDP entre ces deux hommes. Quel serait le comportement d'un de ces deux hommes si l'autre était au second tour? Tout ça, c'est des éléments qui sont à observer et qui, pour moi, sont de nature à commander de la vigilance autour de cet accord-là déjà. Mais la question principale, comme je le dis, c'est est-ce que cet accord qui va être signé pour être brandi, parce qu'il faudrait avoir un second tour d'abord avant de pouvoir brandir cet accord-là. Oui, Joachim, votre avis sur ce projet d'alliance de l'opposition politique burkinabé pour empêcher un second mandat au président en place? Oui, comme l'a dit Mikurama, ce n'est pas nouveau. Ça a déjà été expérimenté, tenté au Burkina comme ailleurs dans d'autres pays depuis le retour du multipartisme dans nos États au début des années 90. Ce qui est à noter cette fois-ci, c'est que d'habitude, quand on voit l'opposition qui essaie de s'unir, Yacine l'a évoqué, c'est autour d'un candidat unique. Sauf que lorsqu'on discute sur la candidature unique, chacun est d'accord à condition que ce soit lui-même qui soit le candidat unique de l'opposition. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Tout le monde va aller apparemment en ordre dispersé au premier tour. Bon, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que l'émiettement, la multiplicité des candidatures va provoquer un émiettement du corps électoral, des électeurs. Et la chance, souvent, que l'opposition émiettée mette en danger le candidat sortant est très faible parce que lui, il a une base qui est constituée. Il a des gens qui ont intérêt, pas de façon idéologique, intérêt à le maintenir sur place. Je fais allusion au propos de M. Sankara. Ça fait rire, mais en réalité, il y a un fond qui est
qui est posé. Mais voilà, on verra ce qui va être sorti de l'accord. Mais tout dépendra des résultats du premier tour. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième tour, éventuellement, le positionnement des uns et des autres va se définir en fonction du score de celui qui est en tête et de celui qui suit. Même s'il y a un deuxième tour et que, admettons, le président Roch ou quelqu'un d'autre sort à 44 ou 45%, la dynamique de la victoire est de son côté. On l'a vu ailleurs. Il est évident que beaucoup de partis politiques, même s'ils ont signé le texte qui va être publié, c'est pas jeudi là, ils vont regarder où se trouve la victoire la plus probable. C'est un calcul. Et à ce moment-là, bon, on verra toutes les explications, les justifications pour dire l'accord est ceci, l'accord est cela. Bon, c'est déjà arrivé dans plusieurs pays africains, même dans d'autres pays. Donc pour vous, cet accord prochain qui va être signé jeudi, bon, moi, je ne fais pas de procès d'intention, je ne vais pas jeter le discrédit sur ça à l'avance, mais j'attends de voir. Mais d'expérience, je sais simplement que s'il y a un limitement, ça favorise le candidat sortant. C'est une évidence. Parce qu'il a les moyens, plus de moyens, logistiques, humains, financiers. Il y a des groupes d'intérêt qui ont des positions qui veulent conserver, d'autres qui veulent acquérir. Donc, ils ont tous intérêt à faire bloc autour de lui. Ce qui n'est pas totalement le cas des candidats de l'opposition où voilà, c'est un peu l'inconnu. On ne sait pas très bien ce qu'il va faire, est-ce qu'il va gagner, s'il gagne, comment. Voilà. Mais s'il y a un deuxième tour et que même le président sortant arrive largement en tête, et puis un candidat de l'opposition autour de 25 ou 30, il est évident que les autres qui suivent là, ils vont se rallier à celui qui est arrivé en tête parce que la victoire est de ce côté. Chacun, les militants qui suivent les leaders là, ils attendent aussi des postes pour occuper et gérer le pays. Oui. Albert Nagrego, est-ce que c'est votre avis également qu'il faut peut-être attendre de voir ce qui va se passer sur le terrain, sinon que les alliances, on les connaît, les uns et les autres l'ont déjà dit sur ce plateau. Mais quand on écoute quelqu'un comme Achille Tapsoba, il estime que l'alliance politique qu'ils vont signer certainement le jeudi prochain, c'est pour permettre à un candidat de l'opposition qui émergera au second tour de l'emporter définitivement. Oui, en fait, moi je pense qu'il y a une chance que ça puisse émerger, cette alliance, parce que Zéphirin Diabré a eu la prouesse quand même de réunir les partis politiques de l'opposition en 2014, ou du moins en 2013, pour faire partie de Blaise Compaoré. Il faut le reconnaître cela. Peut-être que cette fois-ci, il aura également la prouesse de réunir les opposants pour pouvoir battre Roch Christian Kaboré peut-être à un second tour. Mais du point de vue global, je me dis qu'il y a une erreur stratégique que l'opposition a commise aujourd'hui, et c'est cette alliance-là, parce qu'on ne devrait pas être à un stade d'alliance. Parce que l'opposition calcule une élection, une victoire au second tour, alors que la majorité déjà passe à un coup KO. Autant vous avez des partis de l'opposition qui sont visibles, vous avez des grosses têtes en griffe, et puis vous faites peut-être les calculs, vous espérez battre le candidat Roch Christian Kaboré au second tour. Il faut reconnaître que dans la majorité, il y a un travail de fond qui est fait. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux partis comme le RPI, qui vient de naître, mais quand vous regardez son implantation, vous savez très bien que dans la forme, c'est un nouveau parti, mais il y a un travail stratégique qui est en train d'être fait. Quand vous avez un parti comme le NTD qui est arrivé l'année dernière avec, en quelques années, qui a eu beaucoup de députés, quand même, on peut le dire en griffe. Aujourd'hui, il faut se dire que, étant au pouvoir, c'est un parti qui va engranger plus encore. L'UNIPS a des membres dans le gouvernement. M. Benoît n'est pas candidat, mais il faut savoir que chacun joue pour son portefeuille. Donc, naturellement, il aura des jeux qui vont se faire. Sans oublier que le parti aussi, il y a des électeurs qui sont déjà acquis en 2015, qui peuvent être toujours des avantages, des acquis qu'on garde en 2020. Pour moi, la condition première de l'opposition devrait être de créer les conditions d'un second tour. Parce que pour qu'il y ait un second tour, il faut créer les conditions. Si on ne crée pas les conditions, on ne peut pas rêver d'un second tour à partir de ce qu'on voit. En 2015, tout le monde a espéré, tout le monde a dit qu'au Burkina Faso, ces élections, il y aura impérativement un second tour. Et on a vu qu'il y a eu un premier tour, un coup KO. Bon, pour nous, journalistes, on aurait aimé avoir un second tour pour voir comment les choses allaient se passer. Le débat, ça allait être inédit. On souhaite d'ailleurs qu'il puisse avoir un second tour en 2020. Mais si l'opposition ne ficelle pas bien la stratégie, je pense que la majorité risque d'avoir une longueur d'avance sur elle. Et en plus de cela, il faut aussi le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a des candidats dans l'opposition qui ne sont pas... La machine n'a pas encore pris.
On parlait des cadres désirés Ouedraogo tout à l'heure. Moi, je disais que chaque fois à des gens, j'ai dit, mais c'est un candidat qui peut faire bouger les choses. Malheureusement, le staff des cadres désirés, on ne sent pas du tout. Si c'était un téléchargement, moi, je dirais qu'il a 5%. Parce que, alors qu'aujourd'hui, il devait être un rythme peut-être de 45 ou 50% pour qu'on se convainque qu'il est vraiment sur le terrain. La dernière fois, c'est peut-être dans le mois de juillet, fin juin, qu'il a tenté d'occuper un peu l'espace médiatique en faisant une interview à l'Observateur Palga, une émission à True TV aussi, je ne sais pas où encore. Il est passé... voilà, sur la brèche également. Il a tenté d'occuper un peu l'espace médiatique, mais après ça, on ne voit rien. Mais je dis souvent, ce n'est pas étonnant, parce que pour ceux qui sont passés également dans les grandes institutions, hein, c'est leur trajectoire comme ça. En Côte d'Ivoire, on avait Charles Konabani, c'était pareil. Et puis au Mali, Soumaïla Cissé aussi un peu dans ce même truc. Il s'est retrouvé finalement là où il est aujourd'hui. Bon, cadre désiré, qui a du potentiel, qui a un bon passé, qui peut être un bon candidat aussi, on ne sent pas vraiment le monsieur. Là où il est, vous voulez dire Omer des ravisseurs ou sa position? Non, je veux dire sa position politique, dans son rang politique. Quoi. Donc, la position est importante. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Donc, pour moi, l'opposition aujourd'hui, l'alliance, ce n'est pas vraiment ce qui devait être la préoccupation actuelle. La préoccupation actuelle, c'était soit on trouve un candidat unique contre le président Roch Kaboré, ou bien soit on s'assure qu'on a créé les conditions d'un second tour. Sinon, en 2015, si vous vous rappelez, il y a eu cette fameuse alliance, hein, c'était partager le gâteau. C'est-à-dire celui qui est élu, l'autre prend l'Assemblée nationale, l'autre prend la primature. J'en parle, ceux qui sont dans les trucs savent de quoi je parle. Donc, l'autre a été élu, un n'a pas pris la primature, on ne sait pas exactement pour quelle raison, et après il a dit qu'il n'a pas été consulté. L'autre a pris l'Assemblée, mais pas la présidence, vice-président de l'Assemblée. Ce n'est pas étonnant que ce partage de gâteaux qui est déjà fait avant même le 22 novembre la puisse tenir, avoir lieu. Oui, je vois Paul sourire. Il ne doit pas être d'accord avec vous. Ouais, je voudrais dire, contrairement aux autres, que moi je pense que la stratégie pour qu'il y ait un second tour, c'est vraiment l'émiettement des voix. Parce que je pense que l'opposition, effectivement, n'est pas allée en rang serré avec un candidat unique pour la présidentielle. C'est peut-être une stratégie qui va porter, parce qu'on peut imaginer que la stratégie consiste à mordre la bête tous ensemble pour l'affaiblir ensuite, voir comment est-ce qu'on peut l'attaquer au second tour. Alors, nous sommes au Burkina, on connaît comment les choses se font. Ça dépend des forces qu'on y met. Oui, mais beaucoup de petites forces ensemble, ça peut justement affaiblir la bête d'une façon ou d'une autre. Et je voudrais également faire remarquer qu'au Burkina, on est habitué à constater que les élections, il faut mouiller le maillot. Et quand on prend les partis individuellement, je me dis quand même que chaque candidat est convaincu qu'il va faire bouger les choses, il va se battre comme il se doit pour justement procéder à l'émiettement des voix, pour faire en sorte que les chances du second tour soient beaucoup plus énormes. Contrairement à cela, si on a un candidat unique, chacun va dire, bon, alors moi, ce n'est pas moi qui serai élu, donc ça peut faiblir un peu l'élan vers justement la conquête de l'électorat pour augmenter les chances d'élection de ce candidat unique, parce qu'on calcule un peu tout de suite les intérêts personnels. On ne sait pas comment est-ce que l'opposition va s'arranger pour, dès le premier tour, avoir un candidat unique. Ceux qui vont se désister en faveur du candidat unique, qu'est-ce qu'ils vont gagner après? Est-ce qu'ils vont avoir le même engouement pour ces élections? Autant de questions que l'on se pose. Donc moi, je pense que tel que les choses se présentent, et c'est maintenant la meilleure stratégie à mon avis, il faut aller en rang dispersé, et pour justement augmenter les chances d'avoir ce second tour. Et en cas de second tour, effectivement, on peut avoir ces alliances. Mais je suis d'accord avec Yacine que on n'a pas forcément besoin d'aller matérialiser ça dans un document. Parce que je l'ai dit en début d'émission, pour moi, ce n'est pas le fait de se retrouver dans l'opposition qu'on est ensemble. Hein. Parce que la seule chose qui unit les candidats de l'opposition, c'est de dire dans le discours politique que Roch n'a rien foutu pendant 5 ans et eux, ils pourront le faire. Voilà donc le langage politique qui va faire la différence entre le candidat sortant qui va défendre son mandat et les autres candidats qui vont proposer autre chose en disant que le candidat sortant a fait piètre prestation. Et ça s'arrête là. Oui. Joachim, reste aussi à voir un peu ce qui va être mis dans cette alliance comme contenu exactement. Évidemment, on verra ce qui va être mis. Mais quand je parlais de candidatures multiples qui peuvent imiter les voix, l'opposition aussi aurait pu prendre une autre option. Peut-être 3 ou 4 candidats, pas plus. Au lieu de faire... En 2015, il y avait 14 candidats. Il y avait 14 candidats et il y a eu un coup KO. Et cette année encore, les partisans du président sortant ont affirmé à plusieurs reprises leur objectif, c'est un coup KO à 65% au premier tour. Ils ont dit clair, tout voilà. Donc, peut-être s'il y a 2 ou 3 candidatures de l'opposition, ça peut peut-être donner une chance d'un deuxième tour.
Ça a été expérimenté aussi dans d'autres pays. Mais contrairement à ce que Albert disait, sur la mobilisation de l'opposition, l'article 37 était le seul point qui ralliait tout le monde. C'est-à-dire tout le monde était contre parce qu'il y avait juste l'article 37. C'était pas sur la gouvernance ou c'était sur... pas évident qu'ils puissent réunir les candidats. Il termine d'abord son... Même au CDP, puisqu'on sait maintenant, même au CDP, d'abord le MPP est venu du CDP, et puis même ceux qui sont restés au CDP, on sait que beaucoup étaient contre. Et les derniers jours du régime de Blaise Compaoré, même des militants du CDP sont descendus dans la rue, y compris dans son propre village. Il y a eu des manifestations le 28 avril. Donc, ça, c'était le point qui a rallié tout le monde. Là, il s'agit d'un accord politique. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Et je ne suis pas... Bon, moi j'attends de voir, comme je dis, je ne fais pas un procès d'intention de qui que ce soit, mais d'expérience, ce qu'on a connu dans d'autres pays africains, on sait bien que lorsque les gens signent un accord comme ça, évidemment, chacun va lire ça avec ses lunettes pour voir dans quel sens ça peut l'avantager ou ça peut le désavantager, comment il peut gruger l'autre. En réalité, c'est un jeu de dupes. Bon, on verra qui sera le plus malin parmi ceux qui vont signer l'accord. Bon, c'est malheureux, mais le combat politique n'est pas toujours propre. Oui, Albert, vous avez souhaité réagir aux propos de Paul et de Joachim. Non, en fait, il parlait d'émiettement qui est peut-être un avantage pour les partis de l'opposition. Moi, je dis, on a expérimenté l'émiettement en 2015. Quand je dis je parle en tant que Burkinabé de façon générale, pas les partis politiques. Mais on a vu le cas en 2015, l'émiettement. C'était l'occasion pour pouvoir faire véritablement l'émiettement. Parce qu'ils se sont réunis, ils ont fait partie Blaise, mais ce n'était pas évident que ceux qui se réclamaient de l'opposition pure étaient favorables à une élection du président ou du candidat Rochma Christian Caboron. On l'a vu déjà à Blasé Ouedraogo qui avait d'ailleurs déposé un recours. Mais l'émiettement n'a pas payé. Cette fois-ci, au moment où vous travaillez avec l'émiettement pour avoir un second tour, eux, ils travaillent avec les autres partis de l'Alliance pour rassembler les émiettements. Donc, il y a quelque chose de très fondamental ici. Donc, moi, je voulais dire qu'il ne faut pas forcément compter sur l'émiettement. Moi, j'aurais aimé peut-être qu'on parle de candidature unique. Parce que quoi qu'on dise, il y a des partis aujourd'hui qui peuvent être bien dans leur région, mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers qu'il faut pour organiser ne serait-ce qu'un meeting ou juste un rassemblement au niveau communal. Donc, avec une candidature unique, on met les moyens ensemble, moyens financiers, et pour pouvoir faire le travail. Tout en sachant d'ailleurs que la candidature unique, avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même réel. Mais je ne suis pas pour qu'un émiettement puisse profiter à un second tour. Un second tour, pour moi, ça s'organise. Il faut créer les conditions. Si vous ne créez pas les conditions, parce que la majorité, c'est qu'un second tour aussi n'est pas forcément pas tout à fait. Donc, si l'opposition veut, il faut les deux cadres. Soit la candidature unique, soit on crée les conditions du second tour. Et si le second tour a lieu maintenant, on va essayer de signer les accords. Oui, Paul, vous permettez qu'on passe au second sujet, parce que l'accord n'est pas encore signé, et certainement qu'après sa signature, on reviendra sur ce plateau pour en débattre davantage. Deuxième sujet, je le disais, c'est la Fédération burkinabé de football qui doit connaître des élections le 7 août prochain, le 22 août prochain plutôt, et qui de Amado ou de Lazare Bansé certainement va succéder à Sita Sangaré qui appelle au calme, à la courtoisie et puis à la discipline. Et vous, votre avis, on a comme l'impression que cette élection du président de la Fédération burkinabé de football est plus qu'une élection présidentielle. Non, pas plus qu'une élection présidentielle. Elle n'est pas encore... je pense que l'élection d'une manière générale bénéficie aussi de... Actuellement, il y a un calme sur le plan peut-être médiatique et public qui fait que les gens sont plus focalisés et on connaît aussi le succès qu'a ce sport-là au Burkina et donc on connaît l'intérêt des Burkinabés pour celui-là qui va donc tenir les rênes du football burkinabé. Donc aujourd'hui, on a deux candidats qui, en tout cas, quoi qu'on puisse en dire, sont parmi les poids lourds, les deux poids lourds, en tout cas, du football burkinabé qui s'affrontent, Lazare Bansé et Amadou Traoré, qui sont des dirigeants sportifs, qui ont un certain background, en tout cas, dans le football burkinabé. Ce qui fait que ça donne plus de
je dirais, plus de piment à cette campagne qui va s'ouvrir le 7 août. Et chacun va essayer de convaincre les différents électeurs de les voter le 22 août prochain à Bobo-Dioulasso. Mais il y a aussi tous ces petits parfums de scandale, de sortie autour de cette pré-campagne avant les candidatures qui a contribué à susciter l'intérêt. On a vu les différentes candidatures, les suspicions de soutien ou non de notre parti, de corruption même qui ont été évoquées entre-temps. On a vu tout ça qui a fait que ça a fait monter un peu la tension autour de ces élections-là, mais je pense que c'est assez intéressant qu'on puisse avoir autant d'intérêt pour une candidature, une élection à la présidence de la Fédération de football. Oui. Toujours est-il que le ballon sera toujours dans le camp des présidents des ligues et autres responsables sportifs qui vont élire en tout cas le président de la fédération. Oui, Joachim, ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, peut-être qu'en d'autres temps, l'élection du président de la fédération burkinabé, Hyacinthe l'a dit, ça passait parfois inaperçu. Mais comment on peut expliquer cet engouement aujourd'hui, pour ne pas dire cette bataille acharnée? Oui, j'étais pas... c'est vrai que pendant un bout de temps, j'étais absent du pays, mais je crois qu'il y a peut-être une implication moindre du politique dans l'élection du président de la Fédération burkinabé de football cette année. Je ne dis pas que c'est absent, mais c'est peut-être un peu moins que par le passé, où le président de la Fédération burkinabé de football était élu. Sita Sangaré, il a été élu en 2012. Moi, j'ai suivi ça, comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de débat. C'était le candidat qui avait été adoubé officiellement, donc qui est passé. S'il était candidat à sa propre réélection, il n'y aurait pas eu suspense le 22 août. Les choses se seraient correctement passées, enfin facilement passées. Maintenant, on a suivi comment les choses se sont passées. Il a eu une autorisation de l'armée, puis qui a été annulée. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Jusqu'à présent, je cherche, mais personne n'a jamais pu m'expliquer pourquoi la première autorisation a été annulée. Ne pouvant pas être candidat à sa propre élection, eh bien, il a suscité une candidature qui est Lazare Bansé, qui n'était pas candidat vraiment à la fédération, à la présidence, qui était un acteur de football. C'est un ancien PCA de l'EFO pendant une dizaine d'années. Il était conseiller de Sita Sangaré. Voilà, il était conseiller de Sita Sangaré, un ancien de la CAMEC, mais qui a beaucoup apporté aussi à l'EFO, mais qui n'était pas au départ intéressé par la présidence. Donc, sa candidature a été suscitée. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le corps électoral. Le corps électoral, ce sont les clubs, les présidents des clubs, il y en a 16, et les ligues. Il y a 13 ligues, plus la deuxième division. C'est eux qui vont faire la différence. Bon, selon ce que j'ai su, c'est que du côté des clubs, ils sont très favorablement à Amado. Et du côté de la ligue, ils sont beaucoup plus favorables, sensibles à la candidature de Bansé. Maintenant, le mode d'élection est assez compliqué puisque chaque club a droit à 3 personnes qui vont voter au niveau aussi de la ligue. Donc, tout va se jouer. À mon avis, aujourd'hui, là, c'est vraiment un suspense parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qui va gagner cette élection-là. On verra d'ici le 22. Je vois qu'il y a des questions de procédure que le camp Amado est en train de soulever à travers son directeur de campagne, Diarra, en disant que le dossier de Bansé n'était pas complet parce que ça, je crois que c'est réglé. Voilà. Oui, ça a été tranché. Ah, d'accord. Bon. Mais cette question de procédure évacuée, il reste quand même que l'enjeu, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Vous savez, vous avez suivi ce qui s'est passé. On a dit Sita Sangaré a quand même porté haut le football burkinabé, son bilan est bon, et il avait, il avait accédé aux instances de la CAF, voire même de la FIFA, et ses partisans disent que son décaillotage entre griffes fait perdre beaucoup de choses au Burkina, parce que quand il y a des compétitions internationales, c'est vrai, il y a le résultat sur le terrain, mais vous vous rappelez les éliminatoires récemment, le match de l'Afrique du Sud et du Sénégal, ou même notre bagarre avec l'Algérie, c'est pas aller loin. Beaucoup pensent que si on avait un président qui avait
des entrées bien positionnées à la CAF et à la FIFA, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Donc, aussi bien dans le football qu'ailleurs d'ailleurs, il faut quand même une stabilité pour qu'on puisse construire des choses solides et faire avancer notre football. Oui, Albert, votre avis sur cette élection qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui fait courir beaucoup les gens derrière le ballon rond? En fait, moi, je pense que ça participe aussi du dynamisme du football burkinabé parce qu'il a dit que Sita Sangaré était élu en 2012 et en 2013, c'est inédit, le Burkina en finale. Et puis, dernièrement, encore, je crois, à 3e place. Alors, donc, ça montre que dernièrement, ces 10 dernières années, le football burkinabé a quand même connu une ascension. Et vous avez des anciens joueurs également qui ont créé beaucoup de centres de formation. On a par exemple les ICO, on a par exemple Raïm, on a Boyan Maïga avec Salitas, le colonel Yak. Donc, avec de gros transferts aussi des joueurs. Et donc, vous voyez que, bon, je me dis que quelque part, il y a une renaissance en griffe du football burkinabé. Donc, ça fait que ça suscite véritablement les appétits de ceux qui veulent être à la tête. Et aussi, on a 2 candidats qui ont presque le même gabarit. Quand vous parlez de Lazare Bansé, tout de suite PCA des FO, on a vu Amado Traoré aussi qui a été PCA des RCK. Et RCK aussi avait remporté beaucoup de trophées sous sa direction. Aujourd'hui, il est PCA encore de Majestic SC. Voilà, et vous avez Lazare Bansé aussi qui a été à la tête de la CAMER, comme vous l'avez dit, même Sitaray. Donc, on a 2 candidats qui ont presque le même gabarit, donc qui peuvent drainer à la fois également des supporters ou des partisans derrière eux pour créer vraiment l'ambiance qu'on devrait vivre dans un stade de football où on a un match décisif qui est là. Donc, moi, je pense que c'est une élection également avec toute cette manifestation derrière qui montre que celui qui sera élu peut être véritablement quelqu'un qui va travailler à poursuivre l'œuvre de Sita Sangaré. C'est vrai qu'il a fait également de son mieux. 2 mandats après, je pense que c'est quand même une bonne sortie, même s'il a été recalé, ce n'était pas son intention, quoi. Donc, en un mot, je me dis que ça participe du dynamisme du football burkinabé. Oui, Paul, est-ce que c'est votre avis? Parce qu'on attend vraiment le 22 pour être situé réellement sur l'issue de cette élection. C'est vrai, tout porte à croire que le 22, ce sera un grand jour, mais je voudrais saluer un peu le processus électoral justement vers l'élection du président de la Fédération burkinabé de football, parce qu'on a vu que l'élection, les candidatures sont venues, on en avait 6 au départ, je pense que certains ont été recalés pour manque de parrainage, et on a les 2 gros gabarits comme Albert l'a dit, qui vont donc s'affronter. Il y a également cette commission électorale qui travaille beaucoup et qui communique également, donc il y a une certaine transparence en tout cas, puisqu'on a vu, et même si à un moment donné on avait demandé de la remise à plat du processus, je crois bien que les candidats malheureux se sont rétractés à la fin. Et on a ces 2 gros candidats, comme on l'a dit, qui vont justement s'affronter. C'est le dynamisme du football qui gagne. Et je crois également que c'est à mettre à l'actif de la passion qui entoure justement le football. Et également le bilan jugé positif de Sita Sangaré, le président sortant, qui a mis le football burkinabé à un certain niveau et qui suscite en tout cas un certain engouement autour donc, des autres gros poids du football burkinabé qui voudraient jouer les premiers rôles en étant justement à la tête de la fédération. Et c'est très bien. Je pense maintenant que à partir du 22 novembre 2020, lorsqu'on aura les résultats qui de Lazare Bansé ou de Amadou Traoré va être président, en tout cas que ce soit l'un ou l'autre, il devrait faire mieux que Sita Sangaré justement. Et c'est ça le gros défi, hein, parce que bon, je pense bien que, comme on dit, quelqu'un malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Ici, le père étant Sita Sangaré, il va falloir donc aller au-delà parce que Albert l'a rappelé, le Burkina a connu ces années de gloire. La Coupe d'Afrique. Ouais, justement, on était un finaliste, donc il reste quoi? C'est la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique qui reste justement sous le magistère du prochain président de la Fédération burkinabé de football. Donc pour moi, tout cela, c'est intéressant. Et cet engouement montre en tout cas qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et moi-même, je suis étonné de voir que tout le monde, à la limite, en tout cas tous les gros bonnets de football burkinabé étaient prêts, voulaient donc être président de la Fédération burkinabé de football. Maintenant, l'autre aspect également, c'est que cet engouement et ces élections serrées, c'est peut-être l'absence de parrainage politique autour donc, des candidats. On a l'impression aujourd'hui, j'ai dit bien une impression que chaque candidat va avec ses chances. Il n'a pas justement un parapluie politique pour être élu. Donc, on a le sentiment que les jeux sont vraiment ouverts et que le ballon est rond pour tous les 2 candidats. Oui, et Hyacinthe, comment, donc ici, peut-être comme l'a dit Sita Sangaré dans son mot le 27 juillet dernier, c'est d'appeler au fair play, au respect mutuel, mais aussi vraiment à se
retenir de tout geste ou de tout acte qui peut compromettre. Bien sûr, que le langage qui sied, comme on le dit dans le milieu du football, c'est bien le fair play. On a vu jusque-là des accusations et même ces recours-là. Je pense que ce volet est passé. Les deux candidats sont bel et bien en liste. Aujourd'hui, ils vont aller en campagne le 7 août, justement pour avoir les voix des présidents de district, les présidents de ligue, les présidents des clubs de première division, de deuxième division, de troisième division masculin, des clubs de première division et de deuxième division féminin. Donc autant d'éléments qu'il faut avoir, en tout cas pour avoir le maximum de 117 voix au soir du 22 août à Bobo-Dioulasso. Donc je pense que aujourd'hui, on va véritablement rentrer dans la campagne à proprement parler pour la Fédération burkinabé de football. C'est de vraiment espérer que chacun joue franc sans tacler de façon en tout cas à avoir un carton rouge son adversaire, parce que il faut aussi cultiver, assainir un peu cette dynamique-là autour du football burkinabé. Il faut cultiver un peu cet esprit-là pour qu'on puisse déjà avoir un président élu qui aura en tout cas battu son adversaire sans coup férir et qui peut, comme les uns les autres l'ont dit, porter maintenant le football burkinabé vers beaucoup de séances. Et je pense qu'en plus de la CAN, il y a également la qualification pour la Coupe du Monde qu'on attend depuis plusieurs années maintenant, qui sont parmi les chantiers, bien sûr, du prochain président, sans oublier qu'il faut également, pour moi, l'un des principaux défis, c'est de nous ramener, nous tous, dans les stades. Ça dit qu'il faut créer les conditions dans le championnat burkinabé, parce que les Burkinabés laissent tomber la télécommande pour aller en tout cas dans les stades derrière les différentes équipes. Et ça, je pense qu'on verra bien avec le président élu quelle est sa dynamique pour pouvoir le faire. Oui, Albert, une élection peut-être qui nous rappelle un peu nos voisins de Côte d'Ivoire, avec la FIF, et puis tout ce qui entoure la candidature de l'ancien international Didier Drogba. La Côte d'Ivoire d'ailleurs qui est le troisième sujet de notre débat de ce presse de ce matin. Et le président Alassane Ouattara qui garde toujours le suspense autour de sa candidature et un des dauphins, pour ne pas dire un de ceux qui étaient vraiment réellement pressentis, vient d'être nommé, confirmé Premier ministre. Et finalement, on se pose la question, est-ce que Alassane ne tentera pas le diable? Oui, à l'allure où vont les choses, on est tenté de croire que Alassane est en pole position pour être candidat à sa propre succession. Et certainement qu'il lui reste de terminer les consultations, parce que ça va nous étonner aujourd'hui qu'il fasse de Ahmed Bakayoko Premier ministre candidat comme Amadou Gon Coulibaly, parce qu'à 3 mois déjà de la présidentielle, c'est pas évident qu'on nomme quelqu'un Premier ministre et puis encore bombarder cette personne de candidat à la présidentielle, parce que naturellement, même si Amadou Gon Coulibaly vivait toujours, il allait certainement démissionner avant les échéances de la campagne pour pouvoir aller battre campagne. Donc je vois mal Ahmed Bakayoko démissionner dans 1 mois ou 2 mois pour aller faire campagne, tout en sachant qu'aujourd'hui, il doit travailler déjà à récupérer véritablement le gouvernement, à connaître les vrais dossiers du gouvernement. C'est vrai qu'il y est depuis longtemps, mais aux responsabilités, au poste de Premier ministre, c'est encore d'autres choses. Il faut prendre contact avec beaucoup de personnes. Donc, ça montre que le président ivoirien Alassane Ouattara est pertinemment sur la voie d'un 3e mandat. Sinon, ce serait facile de dire que je ne devais pas être candidat. Voilà. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment... c'est vrai que ce n'est pas une révision constitutionnelle, mais moi, je me dis que normalement, la CEDEAO devait avoir son mot à dire dans ça. Parce que si Alassane Ouattara est candidat, il faut se dire qu'en Guinée, rien ne pourra arrêter encore Alpha Condé sur son chemin. C'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on va laisser une candidature d'Alassane Ouattara qui porte des gemmes d'un conflit, d'une crise, on va laisser sa candidature prospérer, ou il faut travailler à vite stopper cette candidature-là? L'idéal, pour ma part, le président Alassane devrait même choisir de mettre fin à cette candidature-là et de voir comment travailler davantage à trouver peut-être l'appel rare pour pouvoir faire candidat du RHDP pour ces élections. Mais on attendra de voir ce que ça va donner. Et Joachim, votre avis, pendant que le président Laurent Gbagbo demande l'établissement d'un passeport diplomatique ordinaire pour entrer au pays, et donc est-ce qu'il ne faut pas se faire d'illusions? Non. Alors, ce qui s'est passé lors de
comme ils appellent leur comité central du RHTP le 29 juillet, là, vous savez qu'Ahmed Bakayoko aussi avait des ambitions présidentielles. Et ce qui s'est passé, sa nomination comme Premier ministre, là, c'est un deal. C'est un deal qui a été fait entre lui et Ouattara pour qu'il renonce à sa candidature et que voilà, il libère le boulevard. Ouattara est dans un piège, dans son propre piège. Aujourd'hui, il est obligé d'aller lui-même. Parce que après Gon Coulibaly, entraînant les pieds, il a laissé croire qu'autour de lui, il n'y avait personne qui avait le calibre, le gabarit pour être candidat à l'élection présidentielle. Et le temps file, le temps passe, et ce qui nous laisse là, l'élection, c'est le 31 octobre. Il est obligé d'aller lui-même, en se contredisant, en renonçant à ses propres engagements publics qu'il a tenus devant le Parlement, qui avait reçu même des félicitations de plusieurs chefs d'État. Et comme l'a dit Miki Wamba, il y a les débats des constitutionnalistes. Quand on lit les experts en disant oui, il n'a pas le droit de se présenter parce que l'esprit de la première constitution a été repris dans la constitution actuelle qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ça n'a pas changé. Il faut effectivement que la CEDEAO ou d'autres instances aussi, l'Union africaine, disent clairement quelle est leur position par rapport à ça, même si ça ne peut pas remettre en cause éventuellement sa décision d'aller à la présidentielle. Mais pourquoi je suis en train de me demander comment lui, il se ferme d'autres possibilités. La politique, elle est ce qu'elle est. Il y a une piste qui s'appelle Guillaume Soro. Je sais qu'il y a eu des contacts, peut-être épisodiques, éphémères, mais peut-être c'est une candidature qui ne fera peut-être pas l'unanimité au RHDP, mais qui aura l'avantage... Qui peut sauver l'honneur. Sauver l'honneur et de faire gagner son camp. Parce qu'aujourd'hui, si les candidats et les Gbagboïs et les Soroïs vont appeler à voter Bédié, c'est une évidence. Ça serait tout sauf Alassane Ouattara. Et dans ce cas de figure-là, je ne vois pas comment son camp parle comme ici, de coup KO au premier tour. Ce n'est pas possible. En 2015, il a fait le coup KO parce que le PDCI l'a soutenu de façon officielle en renonçant à une candidature. Aujourd'hui, si les candidats seuls, il ne peut pas gagner au deuxième tour, au premier tour. Et s'il y a un deuxième tour, il sera battu par une alliance tout sauf Ouattara. Donc, voilà, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire parce que tous les ingrédients d'une déflagration sont en train d'être réunis. Et bon, la solution est entre ses mains. Oui, finalement, la solution est entre ses mains et on ne comprend pas pourquoi il fait durer le suspense, Yassine. Tout simplement parce que je pense que la Côte d'Ivoire est vraiment la matérialisation de la maxime « l'homme propose et Dieu dispose ». Il avait ses calculs qui répondaient tous à Surgon. Malheureusement, la nature a pris ses droits sur ses calculs. Aujourd'hui, il est plus de coups, comme l'a dit Joachim. Donc, il n'a pas d'autre solution que sa propre carte, d'autres solutions pour lui, en tout cas, lorsqu'on regarde le paysage politique aujourd'hui, qui peuvent peser que sa propre carte. Encore que je ne partage pas le pessimisme de Joachim sur la candidature éventuelle d'Alassane. Je pense que lui-même, personnellement, il a encore ses chances de remporter les élections, plutôt qu'un autre candidat de son regroupement. Parce que ce soit Soro, que ce soit Ahmed Bakayoko, je pense qu'ils ont au sein du parti des tensions, des poids lourds qui sont contre leur candidature, qui peuvent travailler à ne pas favoriser leur élection. Et puis, ils n'ont pas encore sur le plan du territoire national ivoirien cette assise-là et cette popularité-là qui leur permet, pour moi, de battre d'autres poids lourds comme Bédié. Encore que la candidature de Bédié donne le boulevard à Alassane parce qu'il avait dit qu'il se retire. Si jamais l'un de ses poids lourds était candidat, Gbagbo Bédié était candidat, il serait candidat. Donc, il ne fait que revenir à sa parole. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est pris, comme l'a dit, à son propre piège. Il n'a véritablement pas préparé un autre homme autre que Gon Coulibaly, qui malheureusement est décédé. Pour lui,
il ne peut que revenir qu'à sa propre carte et à jouer sa carte tout en peut-être en mettant une ouverture maintenant sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez au sein de son propre regroupement, seule la candidature d'Alassane peut fédérer au sein même du RHDP et seul Alassane aussi peut, pour moi, ne serait-ce que battre des candidats comme Bédié en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en tout cas dans son regroupement. Oui, Paul, c'est votre avis également. Est-ce que, au-delà de tout ça, faudrait-il pas s'inquiéter du cas Côte d'Ivoire comme le susurre Joachim? Oui, je pense qu'il faut s'inquiéter pour le cas Côte d'Ivoire. Il faut s'inquiéter également pour les troisième mandats de façon générale en Afrique. Mais ce qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est que, moi en tout cas, j'ai l'impression que les faits, les gestes, les paroles et même les circonstances de la vie sont favorables à une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara. Je pense d'ailleurs que quand on l'écoute à demi-mot, quand il donne par exemple le temps de réflexion, de porter encore le deuil d'Amadou Coulibaly avant de se prononcer, ça montre évidemment qu'il sera candidat. Alors aujourd'hui, à l'étape où nous sommes en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara cherche seulement l'occasion et les mots justes, l'élégance pour annoncer sa candidature, pour ne pas frustrer la classe politique et puis frustrer les Ivoiriens. Sinon, tout porte à croire que sa candidature est une évidence. On voit d'ailleurs venir ça de façon très claire. Maintenant, ça pose un problème d'éthique de mon point de vue et ça relance le débat sur le troisième mandat. Et comme l'a dit Albert également, c'est de voir si derrière sa candidature, qu'elle soit légale ou illégale, au regard justement des textes fondamentaux en Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne porte pas les germes d'une crise une fois de plus en Côte d'Ivoire? Voilà la grosse question qu'il faut se poser. Maintenant, on peut peut-être également lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il avait clairement affirmé son intention de ne pas être candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Et son plan B, c'est effectivement son premier ministre Amadou Coulibaly, la nature a décidé autrement. Donc, naturellement, il peut avoir raison, effectivement, parce qu'il a également l'intention de continuer à maîtriser l'appareil d'État en Côte d'Ivoire. En positionnant Amadou Coulibaly, il savait très bien que ce dernier étant son fidèle parmi les fidèles, il allait donc être peut-être derrière, mais continuer à contrôler les choses. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé autrement. Amadou Coulibaly est décédé. Est-ce que Alassane Ouattara a quelqu'un, un homme de main, à qui donc confier les rênes du pouvoir pour rester derrière, continuer à jouer les premiers rôles, ce qui n'est pas évident. Donc voilà pourquoi il voudrait lui-même également être candidat une fois de plus. Maintenant, comme je le dis et j'insiste là-dessus, c'est de voir si ça ne va pas créer d'autres problèmes en Côte d'Ivoire et c'est voir également si c'est la question de l'élégance en politique permet effectivement un troisième mandat, parce qu'on en parle depuis des années en Afrique et ça continue. On a calqué la démocratie à l'Occident, mais en Occident aujourd'hui, c'est 2 mandats et on est à 3 aujourd'hui en Afrique toujours. La question d'élégance, bien sûr. Oui, Joachim. oui, non, mais parce que l'idée de dire si les autres sont candidats, je suis candidat, s'ils ne sont pas candidats, je ne suis pas candidat. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On a parlé de l'éthique tout à l'heure, aussi bien dans tous les aspects de la vie. Et s'est engagé solennellement à ne pas briguer un troisième mandat. Il l'a dit, publiquement. Tout le monde a applaudi. Et je pense que pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, il faut introduire beaucoup, comme d'autres pays d'ailleurs, beaucoup d'éthique chez nos responsables politiques. Revenir sur ces engagements parce que bon, je pense que c'est pas comme ça qu'on rentre dans l'histoire de son propre pays. En tant que lui, il a été président, on a connu son parcours pour arriver là où il est. Et s'il veut laisser une image dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il gagnerait à introduire une éthique et à respecter sa parole donnée. La Côte d'Ivoire ne va pas disparaître parce que lui, il n'est pas président. On a vu comment Mandela, à la fin de son premier mandat, s'est volontairement retiré. Et aujourd'hui, c'est une icône. C'est comme ça qu'il faut bâtir les nations. C'est comme ça qu'on transmet à la jeune génération aussi le sens de l'éthique et le sens de l'engagement et le sens de la parole donnée. Si on se remet en cause en permanence, finalement, les jeunes sont déstabilisés, ils n'ont pas de repères, et ça se répercute aussi dans les autres aspects de la vie. Et c'est assez dommage que lui, ses orientations politiques ne sont pas forcément les miennes, mais j'ai vu son parcours et l'engagement qu'il avait pris, j'avais dit chapeau. Mais là, je suis un peu déçu. Oui, Albert. En fait, moi, je voulais dire, peut-être, il avait proposé la candidature de Guillaume Soro. Je pense qu'il est même allé très loin.
Parce qu'aujourd'hui, il y a une bisbif, forcément, dans le Kablan Duncan et puis Ouattara, mais je pense que c'est quand même un choix de proximité pour le président ivoirien de retravailler à colmater le bled. S'il veut encore sortir par la porte, par la grande porte, avec des honneurs, il faut avoir le courage de le faire aujourd'hui, parce que je me dis c'est quand même quelqu'un qui a cette carrure-là aujourd'hui de pouvoir être aussi placé comme candidat à la présidentielle à venir. Vous parlez de Guillaume Soro? Non, Daniel Kablan Duncan. Daniel Kablan Duncan. Parce que ce n'est pas exclu que lui-même, il avait aussi des ambitions et il rêvait à un destin national. Donc, je pense que c'est quand même une piste qui peut être envisagée. Et Alassane Ouattara continue de sortir par la grande porte avec tous les honneurs qu'il faut. Sinon, aujourd'hui, il y a une évidence qui est là. Je vois comment on va annoncer, ou bien comment la justice ivoirienne va décider de dire que la candidature de Guillaume Soro est rejetée. Vous imaginez le tollé que ça va créer après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha, qui a tranché, qui a donné également, qui a trouvé que l'État ivoirien avait brimé les droits du candidat. La Côte d'Ivoire a été claire, elle ne va pas appliquer la décision. Je crois qu'après, elle est sortie, oui. Ouais. Après ça, d'ailleurs, la CEI, je pense qu'au niveau de la Cour, encore demandé à ce que la CEI soit réformée, la commission électorale indépendante soit réformée encore. Donc, ça dit des institutions judiciaires supranationales qui actuellement prennent des décisions et que la Côte d'Ivoire essaie de fouler aux pieds. Et contre encore un potentiel candidat aux élections, vous imaginez qu'on recale aujourd'hui Guillaume Soro. Alors que Guillaume Soro, même s'il revient en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour qu'il soit candidat, avec les dossiers judiciaires, il y a beaucoup de choses à lever pour qu'il puisse être candidat. En 3 mois, parce que les élections c'est le 31 octobre, en 3 mois, ce n'est pas évident que tous ces schémas-là puissent être balayés. Bon, on a vu déjà Laurent Gbagbo également, qu'on apprend, ce n'est pas encore très clair que son nom a été retiré de la liste provisoire, ou je ne sais pas moi, des candidats de CI en Côte d'Ivoire, ce qui est un problème, la demande de passeport. Je pense que Laurent Gbagbo aussi, ce n'est pas pour rien que ces derniers temps-là, ces demandes-là aussi, ça s'actue. Parce que depuis longtemps, on ne l'attendait pas. C'est en février, on commence à demander des passeports diplomatiques, on ne trouve pas. On va à l'ambassade à Bruxelles, on demande des passeports ordinaires, on ne trouve pas. Ce n'est pas pour rien. C'est à prendre en compte dans le jeu politique actuellement. Oui, Hyacinthe. Je trouve qu'on veut imposer, ou en tout cas proposer une marche à suivre et une certaine éthique à un candidat qui est résumé aujourd'hui à des intérêts personnels. Aujourd'hui, et pour paraphraser un autre ici, si Gbagbo ou Bédié est président, Alassane rentre où? Et donc pour lui, l'équation c'est de gagner les élections. Comment gagner les élections? Si ça se résume à lui, je pense qu'il va se donner les moyens d'y aller, peut-être avec élégance, comme l'a dit Paul Miki, mais il ne va pas lésiner ni hésiter sur d'éventuels dauphins pour les soutenir avec le risque de perdre. Si c'est lui si en tout cas dans son raisonnement, il voit qu'il n'a que sa carte à jouer, je pense qu'il va la jouer à fond, bien sûr avec peut-être une certaine élégance. Mais sinon, aujourd'hui, pour lui, ça se résume à gagner les élections présidentielles. Il n'a pas d'autre choix que de remporter en tout cas ces élections présidentielles. Les jours à venir, certainement, nous édifierons sur la réponse du président Alassane Ouattara sur sa candidature ou pas. Et pour l'instant, on va s'arrêter là pour ce sujet et passer au dernier sujet très rapidement. Le Mali, un mot là-dessus. Paul Miki, on l'a vu lundi, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés en visioconférence pour parler de sortie de crise. Mais on a comme l'impression que dans leurs propositions, ils ramènent la crise socio-politique au Mali à un simple contentieux électoral. Et ce qui n'en fallait pas plus pour que le mouvement du M5 rejette les conclusions et les solutions de la CEDEAO. Non, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est exactement ce qui s'est passé avec justement la CEDEAO et je pense que c'est ce qui a valu l'échec, en tout cas jusque-là, parce qu'il n'y a aucun résultat concret de la CEDEAO dans sa tentative de résolution de la crise au Mali. Alors, il faut peut-être rappeler aussi que la CEDEAO, à un moment donné, avait dit qu'il fallait évoluer de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Alors, si c'était véritablement la CEDEAO des peuples, je pense qu'on allait avoir meilleurs résultats dans la résolution de cette crise au Mali, parce qu'on a l'impression effectivement que ça se résume à un syndicat de chefs d'État qui viennent au chevet d'un autre chef d'État sans véritablement écouter l'autre camp comme il se doit. Voilà pourquoi on se retrouve donc face à de telles situations où le camp d'en face rejette toutes les propositions formulées par les 15 chefs d'État de la CEDEAO qui, tous ensemble, n'arrivent pas vraiment
non seulement à sauver le Mali, mais même pas à sauver également le président Ibrahim Boubacar Keïta qui est toujours en poste. Alors aujourd'hui, l'ensemble des propositions qui ont été formulées, on a vu effectivement comment est-ce que ces propositions ont été rejetées, notamment la démission des 31 députés, et la refondation de la Cour constitutionnelle, etc. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de tout cela. Parce que ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est véritablement une refonte de tout son système, et de toutes les institutions pratiquement, parce que le constat que l'on fait, c'est que les institutions sont en déliquescence, aussi bien l'Assemblée nationale, qui perd un peu sa légitimité, également la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qu'il faut tout remettre à plat. Je pense que c'est ça la solution. Il faut avoir donc le courage de prendre les décisions fortes, même quand elles sont douloureuses. Mais de l'autre côté également, c'est que la situation au Mali, si on l'évolue comme ça, parce qu'on a écouté un peu les chefs d'État, notamment le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui a pris part effectivement à cette rencontre dont vous parlez, qui dit qu'il faut être ferme en mettant l'accent effectivement sur le consensus. Maintenant, cette fermeté aussi peut avoir donc des conséquences néfastes en ce qui concerne la situation au Mali, parce qu'on est en train de créer un précédent dangereux. La rue, qui est donc qui gronde depuis un certain temps, qui demande carrément la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je pense qu'il faut effectivement une solution alternative pour faire en sorte que la paix revienne au Mali, non pas en passant forcément par la démission du président IBK, non plus également par en laissant donc à l'État les institutions qu'on a au niveau du Mali, mais il faut vraiment des décisions courageuses, et je crois que la CEDEAO devrait revoir sa stratégie, parce que toutes ces tentatives ont été vouées à l'échec aujourd'hui. Oui, Albert, c'est votre avis également que la CEDEAO est passée à côté? Oui, je pense. Pour ma part, j'ai toujours dit que la CEDEAO a traité le problème sous l'angle politique uniquement, alors qu'il n'y a pas que la politique qui a créé cette situation. Parce que la CEDEAO est convaincue d'une chose, que c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a validé les résultats des élections législatives, avec les 31 députés contestés qui posent le problème. Alors que quand on voit la société civile et puis certains responsables des politiques ont manifesté, il y a beaucoup plus que ça. On vous parle d'une situation de corruption qui est devenue véritablement une gangrène. Vous avez également la question de l'armée, vous avez aussi l'éducation, la santé, ça ne va pas du tout, le problème d'eau, le problème des infrastructures. Alors qu'on veut résoudre le problème uniquement que politique, en demandant à ce qu'un gouvernement d'union nationale soit mis en place. Alors qu'on a l'expérience des gouvernements d'union nationale. Très peu de pays ont réussi avec un gouvernement d'union nationale. Mais quand on va plus loin encore, on dit non, il faut réorganiser une élection partielle. Il faut que les députés, les 31 députés contestés démissionnent, y compris le président de l'Assemblée nationale, et organiser une élection partielle pour ces élections et pour ces députés, et ensuite reconstituer la Cour constitutionnelle. Alors, même cela, il y a un problème. Parce que quand vous demandez le gouvernement d'union et vous donnez le quitus à IBK de nommer déjà les 6 ministres qui ont des portefeuilles clés, sans forcément consulter d'abord les autres acteurs, mais on ne comprend pas. Il y a le problème, en fait, on règle très mal le problème. Et la reconstitution de la Cour constitutionnelle, on dit à IBK de ne plus nommer des gens, de ne plus proposer des juges. On dit également que l'Assemblée nationale aussi ne propose pas. Le Conseil supérieur de la magistrature, cette semaine, a eu du mal à siéger et trouver les 3 propositions de juges constitutionnels. Il a fallu le président de la Cour suprême pour négocier certains juges, les plus jeunes d'ailleurs, pour qu'ils puissent siéger. Il y a tout un problème qui est là. Donc ça veut dire que la crise a pris une dimension où tous les secteurs, secteurs publics de l'État malien sont concernés. Dans la justice, il y a des contestations. Au niveau de l'administration publique, de façon générale, il y a contestation. Et puis, au niveau social également, ça ne va pas du tout. Est-ce que la solution, c'est ce que la CEDEAO propose? Miki l'a dit. On a l'impression que c'est véritablement des chefs d'État qui vont soutenir un collègue qui est en danger. Et c'est là aussi le problème. Surtout qu'au niveau du sommet, ils ont cru bon d'insister sur les sanctions pour tous ceux qui poseront des actes contraires au processus de normalisation. Je ne vous coupe pas parce que ça, c'est bien écrit en gras. À chaque fois que la CEDEAO fait une déclaration, ceux qui prennent le pouvoir sans respecter les voies constitutionnelles seront réprimés. Donc, on tient beaucoup plus à notre ami, à notre collègue là, au pouvoir que tout, quoi. Oui. Et Joachim. De toute façon, je l'avais déjà dit, la CEDEAO ne peut pas, les chefs d'État de la CEDEAO ne peuvent pas demander la démission de IBK. C'est pas possible. Il ne faut pas s'attendre à ça. Je dis oui. Non, ce que je veux dire, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il propose la démission. Maintenant, l'arrangement interne qui peut être fait, c'est le maintien effectivement de IBK. Puis le reste peut être discuté. Quelle forme d'organisation faut-il mettre en place, pour quelles compétences, quel pouvoir, qu'est-ce qui va rester à IBK dans cette période de transition? Peut-être ça peut donner matière à réflexion.
Mais quand on voit, comme ça a été évoqué, qu'il propose de refaire les élections pour les 31 postes de députés, refaire la Cour constitutionnelle, et puis avec la menace de sanctions, on voit bien que ce n'est pas exactement ce que demandent les gens qui sont dans la rue depuis des semaines. Et on est dans l'impasse aujourd'hui, avec l'insécurité qui ne fait que s'aggraver au Mali. Bon, c'est un peu malheureux, et peut-être dans les jours qui viennent, on verra. Il faudrait aussi que la société civile accepte le principe du maintien du IBK. Je pense que il y a d'ailleurs des fissures, ces derniers temps, il y a une évolution. Il y a une évolution dans le radicalisme d'une partie des contestataires sur le maintien de IBK. Je pense que ça, c'est déjà un premier pas qui peut constituer une base pour discuter du contenu. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant à partir de là, dès lors qu'on ne demande plus le départ de IBK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant dans une période de transition? Parce que ça, la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme d'autres institutions, l'Union africaine peut accompagner le peuple malien pour trouver une solution de sortie des crises. Oui, et très rapidement, Yacine Sanou, et on termine avec vous. Non, je pense qu'on est en train d'atteindre un préalable. J'ai suivi l'imam Mamoudiko sur Omega ce matin, qui était notre invité. Véritablement, lorsque vous l'écoutez, il n'est plus, il dit en tout cas n'avoir jamais été pour la démission du président. Il demande une gouvernance et certains éléments donc, de gouvernance dont Albert a parlé. Et aujourd'hui, si on réussit à avoir au moins ça, parce que c'est l'os qui bloque en fait tout le processus. Vous ne pouvez pas vouloir qu'une institution aussi attachée aux constitutions, aux différents textes, comme la CEDEAO, puisse adouber, ou en tout cas, ne serait-ce admettre le principe de démission d'un chef d'État élu. Alors, si ce préalable est passé, je pense que le reste, on peut véritablement, ça ne va pas se faire, bien sûr, en un coup de baguette massive, parce que les propositions également posent problème de différents cas. Et je pense qu'il faut que les différents acteurs puissent être joués de la bonne foi. Je pense que dans la formulation des propositions, notamment du président Ibrahim Boubacar Keïta, il y a des éléments qu'il faut abandonner, notamment une ancienne forme de gouvernance qu'il faut abandonner, de formulation et des hommes même, je pense aujourd'hui qu'il faut laisser tomber pour pouvoir avoir un point d'accord avec le peuple, en tout cas ceux qui ont marché dans la lutte. Oui. Maintenant, la question que moi je me pose, et c'est l'une des questions qui sont sous-jacentes, c'est qu'est-ce qu'on fait des différentes manifestations qu'il y a eu jusque-là? Il y a eu des casses, il y a eu des morts. Quelle va être la gestion de ces événements-là pour qu'on n'ait pas encore une autre poche de conflit? Je pense que tout cela, mis en l'autre, en tout cas, on commence à avoir une porte de sortie. Si les différents acteurs sont d'accord sur un premier point qui est le maintien de IBK au pouvoir, on peut discuter de tout ce qui est maintenant de la forme de l'accord entre les deux parties. Bien sûr, il faut attendre également la réponse du M5. Et cette semaine, vendredi prochain, précisément, pour voir s'il y a encore cette force de mobilisation, si les gens ne sont pas aussi dans l'attente de propositions concrètes, parce qu'il y a aussi ces éléments-là. Les jours à venir vont nous édifier par rapport à la suite de la crise au Mali. Merci à tous les quatre d'être venus pour débat de presse. Yacine Sanou de Omega FM, Joachim Voukouma de Kasseto.net, Albert Nagrego de Libre Info et Paul Mikirwamba de Waga FM. Merci à vous également pour votre attention à cette émission et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.